Bien, ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur ma chaîne Vérité à venir, dans la première émission d'une longue série dont la pièce centrale, l'objet, sera la marchandisation de l'homme, absorbé dans le phénomène de la modernité. Pour ce faire, aujourd'hui, on va s'appuyer sur l'avenir de la nature humaine de Jürgen Habermas. Allons-nous vers un eugénisme libéral? Telle est la question, et ça va nous recentrer sur la métaphysique, ce que représente l'homme, le post-métaphysique, où allons-nous et de cette direction empruntée, serons-nous totalement asservis par un marché qui, après avoir mis à rude épreuve les hommes, vu qu'on est sorti de notre nature de chasseur-cueilleur pour devenir sédentaire et avoir, voyez-vous, l'agriculture depuis le croissant fertile, le développement de la civilisation, nous sommes, nous, dans l'artifice, la matrice créée par l'homme, mis en post-métaphysique, c'est-à-dire en fin de spiritualité, pour un attachement à la matérialité qui entraîne de facto l'homme comme un objet déplaçable, malléable, et à partir de là où l'on l'entraîne, l'homme devenu objet dans un phénomène marchand, et c'est la marchandisation des corps, entre autres. Alors, y aura-t-il une revanche du serpent ou la fin de l'homo sapiens, peut-être vers un homo novus, l'homme nouveau qu'on monte dans la société, à qui l'on offre des progrès techniques, vu que c'est la technicisation qui entre en jeu, où on lui donne du savoir-faire, de la connaissance, et à la fin, il perd l'essence, son vrai carburant de qui il était, être doté de raison, être tâtonnant dans l'environnement, pour en réalité s'en remettre toujours à son impuissance, et donc à la métaphysique, à Dieu, à un destin qui est autre que celui, en tout cas, d'occuper un poste, de monter en carrière et, voyez-vous, de finalement aboutir à son commerce. Alors, de ceci, des interrogations, on se demandera si les bébés sont maintenant à vendre. Procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, et où allons-nous? C'est la question en tout cas, puisque la PMA, il y a des choses dont on ne nous parle pas, le business derrière, et l'idéologie, comment elle s'est installée, comment par les lobbying, ils en sont venus à, en tout cas, éteindre, voyez-vous, une opposition, une rébellion à leur système. Voilà que des compromissions ont été effectuées, et pour autant, eh bien, nous sommes conscients des risques pour la santé, des faibles taux de réussite, et de tout ce qu'il en sera aussi avec Blanche Streb. Donc Blanche Streb, c'est bébé sur mesure, par exemple, et Céline Lafontaine, l'ordre biocapital, où voilà que la moindre de nos cellules tend, mais n'est pas encore autorisée, à être brevetée. Et à partir de là, remplacement, mutation génétique, on revoit l'architecture de ce qu'est l'homme pour l'obliger, comme le disait Jacques Attali, à adhérer à un archétype sélectionné. Et de ce profil génétique, les hommes, soit ils s'y soumettent, donc ils prennent les marques qui leur sont imposées par des injections, des modifications, par des développements de protéines depuis des ARN messagers qui sont injectés, ou encore par les CRISPR-Cas9 ciseaux génétiques et d'autres technologies qui sont déployées, puisque, rappelons-le, Cas9 est en fait une protéine qui vient à couper des séquences d'ADN, mais il en existe d'autres. Des cassettes, des A, des T, des G, des C, donc de l'ordre biologique de notre livre de vie, qui nous sont personnels. Ces données-là et ce code, il est à nous. Et voilà que les technicistes, c'est-à-dire des scientistes, ceux qui par leur recherche, leur ingéniosité, en sont arrivés à des bébés éprouvettes. On pense à Amandine, par exemple, et à bien d'autres encore. À vouloir modifier même la nature de l'animal. On pense à Dolly, Polly, ses cousines et d'autres encore au niveau de ces animaux. Et il y en a eu pléthore après qui sont rentrés en action. Jusqu'aux travaux récents de Zhang quelque chose, un Chinois, qui a voulu trouver deux parents ayant une pathologie avec, il me semble que c'était le gène CCR5, donc qui est le virus du sida, et normalement qui se transmet de mère à enfant. Eh bien, lui, il a voulu trouver une mère qui porterait cet art, ce problème génétique, pour travailler au ciseau moléculaire et tenter de l'enlever pour les bébés. Donc, c'est ce que nous essaierons de comprendre plus tard, et ça fera suite au précédent
chapitres qui ont eu lieu sur le transhumanisme. Je vous ai fait 4 vidéos. Mais avant de conclure, voilà l'objectif final, la visée. Alors je ne sais pas si c'est visible, l'utérus artificiel, ce que l'on a souvent entendu dans le monde d'Huxley, des couveuses, mais même avant les couveuses, eh bien carrément un bébé qui n'est plus dans le ventre des femmes. Le coït, c'est-à-dire l'acte qui était à la base de l'amour et qui a été dissocié en sexualité, et l'amour on l'a laissé de côté pour être dans un ordre de consommation, et derrière on nous a fait rentrer des marchés, pornographie, les marchés encore, voyez-vous, des applications de rencontres, de bien d'autres choses qui entraînent également des troubles psychologiques, donc des consultations auprès de psychologues, psychiatres et compagnie, ce qui veut dire que derrière souvent il y a une petite ordonnance pour des antidépresseurs, il y a une petite ordonnance pour tel et tel médicament qui auront des effets secondaires et surtout qui coûtent cher à la société, à la personne. Donc des patients, voyez-vous, sur différents rangs, des niveaux qui se juxtaposent, mais tous se rejoignent sur une chose, c'est que de la suppression de la moralité, du discernement du bien et du mal, nous avons eu d'un coup un flou total qui s'est installé, et ça a entraîné les acteurs, les lobbying et bien d'autres à façonner leur nouvelle société, celle où l'homme construit l'homme, et pour l'avènement de ce nouveau monde, eh bien, après avoir séparé l'homme et la femme, les avoir divisés sur différents rangs par des féminismes poussés, voyez-vous, qui outrepassent en réalité leur fonction primaire qui était de remettre de l'égalité et qui maintenant veulent un rapport de force, eh bien, nous voyons une reconstruction, une restructuration de la société. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'architecture, eux qui se veulent co-architectes pour beaucoup, parce qu'après ils ont entraîné interdit d'interdire, ils ont fait en sorte de l'ingénierie sociale de créer du consentement pour finalement reconnaître comme normal l'homosexualité, qui était condamnée par les monothéismes, et finalement de cette ouverture d'esprit, de ce progrès en question, eh bien, ils ont dit, si vous les reconnaissez comme des êtres tout à fait fonctionnels, qui ne sont pas malades, même si l'OMS disait avant 68 que c'était une maladie, pas sans ceci. Si vous les reconnaissez comme des êtres dotés de raison et qui sont capables d'agir en bonne et due forme, eh bien, autorisez-les à adopter. Et de l'adoption, on en est venu à dire autorisez-les, eh bien, pour les femmes lesbiennes, à faire de la PMA. Sous Macron, ça a été maintenant favorisé. Procréation médicalement assistée, qui à la base était dans le terme médical, pour pallier ce que la nature était, en tout cas en défaillance. C'est-à-dire un homme, une femme, gamètes masculin, féminin, donc ovocytes, spermatozoïdes. L'un des deux était malheureusement non fécond, problème de fertilité. Donc on entraînait des donneurs de sperme, ou en tout cas en faisant en sorte de récupérer autrement des ovules, toujours dans des banques de dons, mais il n'y avait pas d'ordre marchand. Et pour y accéder, bien, c'était sur critères, avec, voyez-vous, un suivi pour ne pas précipiter les choses, puisque des fois, il y a des périodes de notre vie où on ne va pas forcément être fertile, si je puis dire. Donc des fois, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'un coup, ça y est, c'est le bon moment, la nature en a décidé comme tel. Eh bien, eux, ils ont voulu passer certains stades, et on en est arrivé, sous Macron, à ce que des lesbiennes puissent le faire. Donc on en reparlera, parce que derrière, il y a tout un marché. C'est plus seulement de l'ordre du donneur. Et surtout, le terme de procréation médicalement assistée, en réalité, ne tient plus la route, puisqu'il est débouté quand il entraîne 2 femmes. La nature ne permet pas à ce que 2 femmes seules, sans homme, puissent procréer, avoir un enfant. Il faut toujours le spermatozoïde. Donc en l'occurrence, nous ne sommes plus dans un acte médical, mais dans un acte technique, donc la technicisation de la procréation. Et ceci a entraîné après même à ce que des femmes seules puissent faire la demande. Donc on est en train de créer des nouvelles formes de famille. Vous voyez, on déconstruit le modèle ancestral en tout cas quand la nature se passe bien, un père, une mère. Après il y a les aléas, il y a des parents qu'on perd par accident, par des maladies, par bien d'autres choses encore. Hein. C'est le cours de la vie de tout un chacun. On est quelque part biologique, donc mortel. Et voyez-vous, on n'est pas tout puissant,
on n'analyse pas l'avenir. On essaye de le percevoir, mais jamais on peut savoir appréhender ce qui va se passer dans 5 minutes, 1 heure ou un jour encore. Donc tout ceci pour vous dire que là on voit bien la novlangue qui agit, c'est-à-dire les mots, on les dénature, on les laisse tels quels, procréation médicalement assistée, mais ça n'a plus de sens, pour conduire à des nouveaux marchés, étourdir un peu les gens, voyez-vous qu'il n'est plus de défense, de forteresse face à un système qui ne fait en réalité que pénétrer leur défense. Eh bien, ça nous conduit à cette société à la Aldous Huxley, le meilleur des mondes, où on va rentrer après dans des ordres de chimères également au niveau des animaux, ou en Chine par exemple, eh bien, il est question de revoir les ordres éthiques. Donc c'est pareil, ça nous conduit sur la base de morale, l'éthique, qui se détache, parce que la morale est une essence du bon sens, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, voyez-vous, éviter l'adultère, ce genre de choses. Ça, c'est la morale qu'on s'est donnée. L'éthique, c'est autre chose, c'est plutôt pour faire société. Des lois, par exemple, vont être plutôt de l'ordre éthique. On va tenter de statuer, d'organiser les différents points de vue pour obtenir des décisions sur des sujets de société. Que ce soit, par exemple, le travail des enfants, fut une époque avec Robert Owen, donc là plutôt le socialisme. Actuellement, sur les affaires comme MeToo, quel est le droit des femmes et surtout comment bien les défendre. Et on en a eu d'autres après qui ont suivi des thématiques. Et entre autres, dans le domaine de l'éthique, se trouve la place de l'homme. Peut-il être cessible ou non? Est-il inaliénable? Ça, c'est des questions basiques. Et après, il y a des rangs bien plus hauts par des philosophes, par des chercheurs et d'autres encore travailleurs dans ces domaines. Et qui posent les bases, qui nous interrogent et qui nous invitent nous-mêmes à participer à l'exercice. Eh bien, de cette éthique, on était censé après avoir la bioéthique. Donc l'éthique de la biologie, du vivant, ce qu'on doit respecter, ce qu'on ne doit pas faire, entre autres, quelques exemples comme ça, ne pas forcer un acte médical. Depuis le Code de Nuremberg, ou encore la Convention d'Oviedo, le traité d'Helsinki, c'est le consentement libre et éclairé pour être dans un acte médical. Vous avez après différents ordres qui rentrent dans la bioéthique. Par exemple, ne pas faire de recherche sur les embryons. Vous voyez, c'était limité. Maintenant, il y a des dérogations qui sont données à l'appel. Et il y avait l'idée de ne pas faire de chimères, par exemple, puisqu'il y a ce qui s'appelle la zoonose, et qui relève également après de la zootechnie. Donc la zoonose, c'est la transmission, par exemple, de maladies qui touchent les animaux vers l'homme. Vous voyez, c'est une barrière, en fait, c'est la barrière de transmission de telle et telle chose. Et par exemple, eh bien, la zoonose empêche qu'un organe d'animal soit transplanté sur l'homme, puisqu'il y aura en fait un rejet du corps, il y aura une incompatibilité. Mais voilà que, et je ne rentre pas sur la zootechnie, qui est encore autre chose, en fait, qui est une succession du botanisme, de l'eugénisme, c'est-à-dire le bien-né, entre guillemets, les croisements efficaces, les variétés que l'on obtient pour des plantes, afin d'avoir, voyez-vous, des rendements, des textures différentes, des couleurs et bien d'autres rendus, qu'ils soient visuels ou qu'ils soient de l'ordre de la résistance biologique. Ça, c'était, entre autres, le travail des botanistes. Ça a été appliqué aux animaux après, ce que l'on appelle la zootechnie, sélectionner les meilleures variétés, faire en sorte qu'il y ait une reproduction accélérée et que les mères, entre guillemets, soient toujours fertiles avec assez de lait, et on pense à différents phénomènes. J'ai un livre qui se nomme Le Livre Noir de l'Agriculture, qui en parle très très bien. J'ai plus le nom je crois que c'est Isabelle quelque chose qui nous a écrit ça. Et ça, c'est un autre sujet. Pour revenir en fait à la zoonose, eh bien, pareil, donc la chimère était interdite, c'est-à-dire mélanger différentes variétés, différentes espèces d'animaux pour créer un nouveau résultat, ou autrement de donner des cellules humaines dans l'animal pour, pareillement, développer des vaccins, faire des transplantations, ce genre de choses. Eh bien, comme il y a une question de morale sur le trafic, la transplantation, voyez-vous, on manque en fait de donneurs. En France, il faut savoir que, de facto, si vous ne remplissez pas le document, vous êtes un donneur. Quand vous décédez, soit vos organes peuvent aller pour la science, vers des, voyez-vous,
du travail dessus, hein, pour les universitaires, enfin ceux qui sont dessus encore, les professeurs, ou bien peuvent être utilisés pour des demandeurs et des patients qui sont en tout cas très mal en point. Ça, c'est possible. C'est pas dire que c'est automatique, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Ça a été mis en place parce qu'il n'y avait pas assez de donneurs, et ce qui s'est passé, eh bien, vous comprenez bien que quand il y a beaucoup de demandes et malheureusement peu d'offres, le marché étant, surtout en France, anonyme et sur liste d'attente, il y a donc un commerce parallèle qui s'est installé, et qui en l'occurrence, lui, n'a pas du tout le même regard et les mêmes applications de loi et de droit, si je puis dire. Donc ils vont être capables d'enlever des enfants, d'enlever des femmes, d'enlever encore d'autres hommes dans différents pays, et soit de leur voler juste un rein, soit carrément de leur voler des yeux, comme ça a été le cas en Amérique, entre le Mexique et les États-Unis, il me semble, sur cette partie-là du monde. Et il y a eu bien d'autres affaires comme ça. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler, mais pourtant, c'est un phénomène qui existe. Alors, je ne sais pas pourquoi à chaque fois cette lumière, elle fait ça. Il faut absolument que j'arrive à regérer la caméra. Bon, en soi, c'est pas trop dérangeant, mais c'est que moi, je regarde en même temps, et c'est vrai que quand on a une lumière qui sautille un peu comme ça peut être dérangeant. Donc, je sais pas pourquoi ça me le fait. Voilà, on va rester comme ça. J'étais sur un développement en plus que je me coupe pas. Donc on était sur la zoonose, sur les transplantations. Voilà, on était sur en tout cas le marché parallèle qui s'installe, trafic d'êtres humains, les organes qui sont enlevés, des malheurs qui se succèdent. Alors des scientifiques se sont interrogés et ont dit pourquoi pas à ce moment-là arriver eh bien, sur le transfert, on va dire, de gènes humains vers par exemple les cochons, puisqu'en structure ceux qui se rapprochent le plus de nous, et leur faire développer, en fait, ce serait des usines, non pas là pour nous servir d'alimentation, mais pour obtenir des organes à transplanter. Mais ce qui veut dire que derrière, comme je vous l'ai expliqué juste avant, si on commence à leur mettre des gènes humains, donc on résout un problème de l'humanité, celui des trafics, celui des enlèvements et, voyez-vous, des transplantations abominables, si je puis dire. Donc on remet un ordre moral, voyez, on laisse des humains en vie et on préfère le développer sur des animaux. Mais là, on crée un nouveau problème. Celui-ci, c'est la transmission de maladies, mais surtout de virus. Donc des virus qui touchaient les animaux pourraient nous impacter et mettre encore plus en danger l'humanité. Et ça, c'est actuellement un sujet total d'éthique, et pourtant, il y a des pratiques déjà en cours. Pareil sur les singes, mettre des cellules humaines, etc. Alors, ça reste à l'ordre cellulaire pour le moment. Mais par la suite, on peut imaginer bien des projets assez fous. Ce qui m'a rappelé un livre que j'avais lu à l'époque, où les nazis avaient travaillé au bloc 10 des Auschwitz, à développer en fait, des chimères, à les mettre dans le corps de certaines femmes, donc là en l'occurrence, celles qui étaient visées, c'était les juives, pour prendre des vidéos et créer une opinion publique en disant regardez, celles-ci sont capables de mettre des monstres au monde. Vous voyez, c'était dans cet ordre, dans cette visée-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se répéterait sur une communauté ou sur autre chose, mais on voit bien qu'il y a du dérangement quand même. Et je ne vous parle même pas des très riches personnes et de tous leurs travaux. Donc dans la partie transhumanisme, on s'est posé la question sur la métaphysique, la nature de l'homme, être et non-être, c'est-à-dire le côté de se percevoir soi, mais également d'être accessible depuis la vision, depuis les rapports, relations avec autrui. On a vu exister le côté qui n'existe pas avec Engels, et c'est vrai que tout est en devenir, et à la fois nous sommes. C'est là où c'est compliqué. L'être de demain n'est déjà plus le même qu'hier, et ce que je suis actuellement a déjà changé des minutes précédentes, parce qu'il y a une régénération cellulaire, parce qu'il y a également les pensées, j'aime bien le dire, qui s'accélèrent par la connaissance et ce genre de choses, et on en arrivait au post-métaphysique. Donc le post-métaphysique, eh bien, ça a été le côté de cette société, voyez-vous, qui rentre vraiment dans son idée de transcendance. La transformation, on rentre dans le transhumanisme, l'homme qui veut s'affranchir maintenant de l'une de ces dernières barrières qu'il ramène à son infériorité par rapport à Dieu, c'est-à-dire non pas le langage, ça c'est un acquis, ou bien l'inné, qui sait, non pas non plus son ordre de créativité,
voyez-vous, de sa mise en œuvre et de son évolution dans la société, que ce soit par l'agriculture, par le croisement de variétés, par encore la maîtrise des bâtiments et ce genre de choses, architecture, ou maintenant, depuis les années 60 à peu près, la biologie, capable d'être décryptée depuis CRISPR, excusez-moi, depuis Watson et Crick plutôt, je pensais à CRISPR-Cas9, mais Watson et Crick, 1953, par là, il parle de 2 brins d'ADN, et puis en 2000, à peu près, on arrive maintenant à les décrypter, les A, les T, les G, les C et compagnie, pour moindre coût, alors que ça aurait coûté des milliers de dollars à d'autres époques. Donc voilà, on avance dans la connaissance, on est même capable de créer la mutation en totale capacité de savoir à peu près ce que sont les hommes, leurs pathologies et bien d'autres choses encore. On s'intéresse aussi au fonctionnement du cerveau. Et là, eh bien, l'homme responsable, lui qui avance dans tout ça, entre à la fois dans l'hubris, dans cette démesure qui en réalité va le faire chuter, comme c'était le cas pour Babel à l'époque. Bon, vous m'excuserez hein, pour cette lumière. Je sais que je reviens dessus, mais je comprends pas. Il faut que je change de caméra, ça commence à me gonfler. Et là, on s'est posé donc, dans la première émission du transhumanisme l'identité de l'homme. L'âge qu'il a biologiquement, mais l'âge qu'il a également mentalement, voyez-vous, intellectuellement. Et là, quand on se renvoie à celui-ci, eh bien, quand on remonte à Marx, à Proudhon, ou encore à bien d'autres comme ça, vous voyez, à Aristote, à Platon, et on peut en citer bien d'autres, encore même des plus récents, Comte Sponville, on obtient, voyez-vous, quand on se met sur leurs écrits, sur leurs partages, sur leurs livres, sur leur réalisation, quelque part, c'est comme s'ils ne décédaient pas totalement. Une part d'eux se transmet dans le temps et nous est accessible. Et donc, nous rend non plus dans un âge où on pourrait, par exemple, pour ma part, avoir 26 ans, mais nous met dans la condition aussi d'un homme de sa pensée quand il en avait 50, l'autre quand il en avait 60. Et ça, eux-mêmes, en héritant de d'autres qui les précédaient. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on s'affranchit d'un âge biologique pour un âge plutôt intellectuel. Et après, il y a l'âge spirituel, l'âge de la société et bien d'autres encore. C'est là où on rentrait on va dire dans notre perception sur différentes, voyez-vous, couches, différentes juxtapositions. Et le tout était visé par ceux qui sont rentrés dans l'hybris à l'universalisme par le métissage. Ce que je dénonçais, c'est-à-dire que la majorité de demain, dans le monde intégral, ça sera des métis. Ça ne sera plus dans des contrées des Noirs, là des Hispaniques, là des Blancs, là encore des Asiatiques, par exemple. Non, on rentrera à cet endroit du monde, c'est des métis, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et tout ça adhère à quoi? Après, à l'idée de Robespierre et du droit de l'homme et du citoyen universel, redéclaré en 1948 à Paris, et en fait à cet organisme international. Et lui-même, quand je renvoie à l'organisme, est en réalité à l'ordre, voyez-vous, de mutation perpétuelle. C'est en tout cas ce qui est décidé. Donc la fin d'un monde pour un renouveau. Et ça entraîne, donc dans la deuxième émission du transhumanisme, à la destruction de la famille, le socle de transmission qui était la famille, entre autres la réussite par la morale, et finalement à l'éducation, à l'enseignement, pouf, disparaît et se met entre les mains de l'État tout-puissant. Lui qui intervient dans de nombreuses affaires, ou comme le dirait Gustave Le Bon, s'immisce carrément dans l'ordre du privé. Et après, à partir de là, engraine et entraîne d'autres problèmes, puisque, en fait, c'est un mécanisme. Voyez-vous qui est en train d'en entraîner un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Le premier veut statuer de tout ce qu'on fait, le second entre dans notre ordre intime, mais il crée d'autres problèmes qu'il va falloir également régler et solutionner, puisque ça coûte de l'argent. Il faut également recruter, bref, c'est tout un ordre, en réalité, de bouleversement. Et voilà que cet État qui rentre dans l'éducation civique et morale, vous voyez, qui en fait se donne un titre qu'il ne mérite pas, puisque tout ceci était l'ordre de la transmission des anciens vers les plus jeunes, des parents vers les enfants, de la famille, de voyez, sa stabilité, d'un modèle en fait à imiter. Eh bien, quand ils mettent en disruption tout ça et que ça part en morceaux un peu par-ci et par-là, voilà qui nous coupe des racines de nos ancêtres pour à la place nous mettre vers des nouveaux modèles. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des ingénieries sociales par des acteurs de foule. L'idée est de créer de la déraison, du suivisme.
Et à ce moment-là, on rentre dans l'idée de conformisme ou encore du viol des foules, comme un livre que je vous ai présenté. Le capitalisme en est satisfait. Il a servi les corps. Dans un premier temps, les bras au travail. Dans un second temps, la biologie maintenant à la revente et, voyez-vous, à autre chose. Donc, la troisième émission du transhumanisme, c'était l'ingénierie sociale, la construction de ce nouveau monde et de cet être, voyez, qu'il façonne, qui est un homo novus, monté dans la société, comme je vous le disais. On lui fait grimper en connaissance et on le mène à l'insolence. Lui qui voudra après ne plus respecter l'ordre du potier, c'est-à-dire l'homme fait d'argile. Pourquoi? Ce qui est intéressant n'est pas son extérieur, mais son intérieur, c'est sa transmission. Voyez ou pas? Du parent à l'enfant, de l'enfant après qui deviendra lui-même parent, et ainsi de suite. Une destinée où on rejoue des rôles et on tente en tout cas de moins les travestir, de les respecter au mieux, et pourquoi pas d'y ajouter sa petite plume pour augmenter la qualité. Mais ça, c'est très difficile, voyez-vous. Eh bien, aujourd'hui, dans cette modernité, l'enfant se coupe des parents, enlève le cordon ombilical, si je puis dire, pour se brancher directement sur les réseaux, et à partir de là, s'entraîne dans toujours plus d'illusions sur ce qu'il est, où il va, et de qui il était à la base. Et alors, il se perd intégralement, et de ceci, le voilà dans un labyrinthe dont il n'aura pas la sortie. Au moment où il sera à s'envoler avec des ailes qui lui auront été préfabriquées, eh bien il retournera par une mauvaise attitude en perte d'altitude, donc dans les dédales. Vous voyez, c'est un peu le dédale et Icare, c'est exactement ça qui se rejoue aujourd'hui. C'est l'idée de donner plein de préfabriqués, de nous avoir d'abord dissociés, voyez-vous, et construit un labyrinthe. Comme ça, on a l'impression qu'il y a une quête, il y a quelque chose à faire pour se saisir, alors qu'en fait, non. Ça, c'est une map. La map monde qui est proposée n'est pas celle qui devrait être réalisée. Et il y avait un autre développement que je voulais avoir par rapport à cette ingénierie sociale et à l'importance de la famille. Mais passons. Quatrième émission, on arrivait à la propagande, l'effet de foule et donc la fabrication du consentement. Voilà que les hommes décident de rentrer. Donc ça, c'est mes petites notes. Et après, je développe à côté, bien évidemment. Et alors, l'avenir de la nature humaine est en pleine interrogation. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec ce livre, avant d'enchaîner après avec les autres émissions. Et je vous ferai aussi une courte pause entre les épisodes pour vous introduire le principe de population. Et après, le choc des civilisations à la Huntington. Je vais y arriver. Page numéro 9, au chapitre 1er, donc une retenue justifiée. Existe-t-il des réponses post-métaphysiques à la question de la juste vie? Max Frisch fait dire au procureur considérant Stiller, je cite, « Que fait l'homme du temps qui lui est donné de vivre ?» C'était une question dont j'avais à peine conscience, elle m'irritait simplement. Fin de citation. Frisch pose la question à l'indicatif. Le lecteur, pris par la réflexion et par souci pour lui-même, la comprend comme une question éthique. Que dois-je faire du temps que j'ai à vivre? Fin de citation. Souvent, cette interrogation mène bon nombre à se dire ô combien il serait intéressant de s'adonner seulement à ses plaisirs, à ses loisirs. Comme si la vie ne devait pas être aussi le fruit d'un labeur, donc d'un travail qui en réalité relève de tâches, de choses qui nous répugnent de temps à autre, mais qu'on est censé faire pour évoluer. Et c'est comme quand on s'intéresse, on va en cours ou autre chose, il y a des matières que l'on ne voudrait pas du tout exercer, et pour autant qui nous ont permis de découvrir une autre perception de nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas dans la totale capacité de savoir tout ce qui est bon pour nous. Nous avons un consentement libre et éclairé, ça oui, tout est question de choix, comme je l'ai toujours dit et inscrit. En revanche, il faut savoir des fois aller contre soi, si je puis dire. Ne pas tout appréhender. Parce que sinon, des fois, on se dit, ah, je ne vais pas aller le voir, lui, par exemple, je sais pas, il ne m'intéresse pas. Et pour autant, il a des richesses à t'offrir. Une relation à nouer. Vous voyez, c'est-à-dire de l'ordre de la formation, de l'intellectualité, du débat des idées et de bien d'autres choses encore. Il ne faut pas être 100% sur sa garde, si je puis dire. Il faut de temps à autre s'ouvrir un peu, laisser quelques petites failles. Parce que nous ne sommes pas dans l'absolu, détenteurs de toute vérité.
Donc à ce moment-là, nous sommes plutôt résolus à essayer de correspondre avec les autres pour voir ce qu'il en est, sans pour autant s'effacer. Nous avons notre personnalité. Eh bien, du temps, pendant une assez longue période, les philosophes ont prétendu pouvoir y faire face avec des conseils appropriés. Mais désormais, après la métaphysique, la philosophie n'a plus la présomption de fournir à des questions qui ont trait au mode de vie personnel, voire collectif, des réponses qui auraient force d'obligation. Les minima morali, donc les minima moralia plutôt même, commencent sur une reprise mélancolique du gré savoir de Nietzsche, avec un aveu d'impuissance. Je cite. Le triste savoir, dont j'offre ici quelques fragments à mes amis, concerne un domaine qui, pendant des lustres, a été tenu pour le domaine propre de la philosophie. La doctrine de la vie, telle qu'il faut la vivre. Fin de citation. Entre-temps, comme le suggère Adorno, l'éthique est tombée au rang d'un triste savoir dans la mesure où, dans le meilleur des cas, elle ne permet plus que des notations éparses, retenues dans une forme aphoristique, des réflexes nés de la vie mutilée. Voilà que on enlève la métaphysique, l'ordre spirituel, quelque chose qui nous dépasse, l'au-delà, en dehors de nos limites et donc de nos compréhensions, qui nous ramène les pieds à terre, en se disant que oui, il y a de l'évolution, du progrès à voir, mais allons-y doucement. Posons d'abord l'équation, si je puis dire. Tant que la philosophie croyait encore avoir une vision assurée de la totalité de la nature et de l'histoire, elle disposait du cadre dans lequel on pouvait espérer que s'accordent la vie individuelle et celle des communautés. La structure du cosmos, la nature humaine, les étapes de l'histoire universelle et de l'histoire sacrée dispensaient des éléments empreints de normativité, qui, à ce qu'il en paraissait, donnaient aussi des indications sur la vie qu'il fallait mener. Ce qui revient à ce que je vous disais, l'héritage, la transmission, comme, voyez-vous, le potier d'un pot à un autre peut transmettre les contenus, l'homme devait en faire de même. Et derrière, ça entraînait un modèle à suivre, une normativité. Or, aujourd'hui, la société invite à une rébellion, à vouloir s'individualiser, être personnifié, mais en fait, on revient, comme je vous l'avais dit, à la persona du droit romain. Identifié en non-genré, identifié... Alors, à cette époque, c'était pas ça, c'était plutôt sur le caractère sexuel, sur la richesse, le statut de la famille et bien d'autres choses. Eh bien, là, c'est exactement ça. Il tente en tout cas de mener l'humain à sortir du sacré, de normativité homme-femme, de construit pour être décousu. La vie qu'il fallait mener, Das richtige Leben en allemand, The Writing of Life en anglais, doit s'entendre ici avec un sens d'exemplarité attaché à un modèle digne d'être imité, tant par les individus que par la communauté politique. De la même manière que les grandes religions présentaient la vie de leurs fondateurs comme la voie du salut, la métaphysique offrait ses modèles de vie. En fait, un modèle pour le petit nombre et un autre pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, quelque part, c'est l'un et l'autre, le petit nombre et le grand nombre, pris de la corruption. Oui, d'une avidité, où il faut tout de suite. Il n'y a plus le temps à la patience et aux vertus. Quitte à passer par les vices et à accomplir son succès et sa finalité, ben les gens foncent tête baissée. Ils n'ont plus le temps pour la morale. Je vous ai fait un petit direct sur ça. Les doctrines de la vie bonne et de la société juste, l'éthique et la politique formaient encore un tout. Mais la transformation sociale s'accélérant, la durée de validité de ces modèles de vie éthique s'est faite de plus en plus courte, qu'ils en aient été inspirés par donc, la police grecque, par les ordres de la sociétas civilis médiévale, par l'individu universel des cités de la Renaissance, ou encore, comme chez Hegel, par l'ensemble constitué de la famille, de la société bourgeoise et de la monarchie constitutionnelle. Donc après, on va à la page numéro 12. On constate donc par là même que la philosophie pratique d'aujourd'hui ne renonce pas à toute considération normative. Mais elle se cantonne en gros dans les questions de justice. Elle a pour souci en particulier de tirer au clair le point de vue moral à partir duquel nous ne cessons d'évaluer les normes et les actions lorsqu'il s'agit d'établir ce qui est dans l'égal intérêt de chacun et ce qui est également bon pour tous. Alors attendez. Comme ça fait une petite demi-heure.
Le gosier demande à être rafraîchi. De prime abord, la théorie morale et l'éthique semblent préoccupées par la même question. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Seulement, devoir n'a plus le même sens lorsque nous nous interrogeons sur les droits et les devoirs que nous nous imputons à tous réciproquement du point de vue de la première personne du pluriel et lorsque, soucieux de notre propre vie, nous adoptons le point de vue de la première personne du singulier pour nous demander ce que, tout bien pesé, il vaut mieux faire sur le long terme pour moi ou pour nous. Ces questions éthiques, en effet, à propos de notre propre sort, se posent dans le contexte d'une biographie déterminée ou d'une forme de vie particulière, et renvoient aussi à Platon dans République, quand il questionne, entre autres, l'amitié. Si mon ami me fait du bien, mais est en revanche néfaste pour la société, dois-je encore le considérer comme un ami? Dois-je encore être dans une bonne relation avec lui? Il y a cette base, en tout cas, qui est posée. Là, c'est la même chose. À la fin, certes, on se questionne sur ce que je dois faire et sur ce qu'on doit faire ensemble, mais au nous, je préférais quand même le je, ma réalisation. Le pour moi, quelque part. Elles sont intimement liées à des questions d'identité relatives à la manière dont nous devons nous comprendre nous-mêmes, à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être. Il est évident qu'elles ne peuvent pas recevoir de réponse indépendante du contexte dans lequel elles se posent, et donc de réponse universelle, ayant pour tous une force égale d'obligation. Nos choix, nos décisions varient d'un être humain à un autre. Nos ambitions, nos projets aussi. Là où un donne trois, quand l'homme et la femme se rencontrent et peuvent former une famille après en faisant un enfant, quand le projet aussi rencontre la personne, c'est-à-dire que tu décides de mener à bien un projet, une création, ça va être toi, le labeur et la résultante, le fruit. Et toujours dans cet ordre-là. Adopter le point de vue moral, c'est faire abstraction de ces images que nous livrent les grandes narrations métaphysiques ou religieuses et qui exemplifient ce qu'est une vie réussie ou qui a échappé à l'échec. Certes, nous pouvons toujours nourrir la manière que nous avons de comprendre notre propre existence, de la substance, de ce qui est ainsi transmis, mais la philosophie n'a plus titre à intervenir dans ce qui est susceptible plutôt, excusez-moi, d'opposer entre elles ces puissances à la fois. Dans les questions qui précisément ont pour nous la portée la plus grande, la philosophie se range à un métaniveau et n'interroge plus que les propriétés formelles des processus par lesquels on délibère sur soi-même sans prendre position sur les contenus eux-mêmes. Il se peut que cela soit insatisfaisant, mais que peut-on opposer à une retenue qui, en ce domaine, est tout à fait fondée? J'avais mis la page après numéro 15 avec Kierkegaard, que nous retrouvons... Ah ben, il va être là. Donc, Kierkegaard fut le premier à répondre à la question éthique fondamentale de la réussite ou de l'échec de sa propre vie au moyen d'un concept post-métaphysique, celui du pouvoir être soi-même. Pour ses successeurs philosophiques, Heidegger, Jasper et Sartre, le Kierkegaard, protestant, préoccupé par la question luthérienne de ce Dieu clément, est à vrai dire un écueil difficile à franchir. Dans sa confrontation avec la pensée spéculative hegelienne relative à la question de la vie qu'il faut mener, Kierkegaard a indéniablement apporté une réponse post-métaphysique, mais qui n'en est pas moins une réponse à la fois théologique et profondément religieuse. Il reste que ces philosophes existentialistes, bien que s'estimant astreints à un athéisme méthodologique, ont reconnu en lui le penseur qui avait repris à nouveau frais la question éthique et de la manière la plus innovante qui y soit, en répondant par une voie certes substantielle mais aussi suffisamment formelle, eu égard notamment à un pluralisme légitime des visions du monde qui bloque tout accès aux questions authentiquement éthiques. C'est naturellement le Kierkegaard de ou bien l'alternative qui, en opposant une vision éthique à une vision esthétique de la vie, nous offre le point de vue de connexion philosophique. Non sans une certaine sympathie, Kierkegaard y dresse, dans les couleurs attrayantes du premier romantisme, l'image d'une existence qui cultive l'ironie nonchalante, attachée à l'instant et au plaisir réfléchi, et en proie à l'égocentrisme ludique. Par rapport à cet hédonisme,
une vie menée de manière délibérément éthique qui exige de l'individu qu'il se rassemble en lui-même et de ne plus dépendre d'un environnement qui tend à la subjuguer, forme le contraste voulu. L'individu doit se ressaisir pour parvenir à la conscience de son individualité et de sa liberté. En s'émancipant d'une réification qui le grève par sa propre faute, il acquiert du même coup de la distance par rapport à lui-même. Il sort de la dispersion anonyme à laquelle donne lieu en un instant une vie qui se délite en fragments, il se récupère et confère à sa propre vie continuité et transparence. Dans la dimension sociale, une telle personne peut assumer la responsabilité de ses actions et faire face à ses engagements également par rapport à autrui. Dans la dimension temporelle, le souci par rapport à soi-même fonde une conscience de l'historicité d'une existence qui s'accomplit entre les horizons simultanément limités de l'avenir et du passé. Donc après, on a l'individu qui est de cette manière devenu conscient de lui-même, je cite, se possède lui-même comme une tâche qui lui a été imposée, bien qu'elle soit devenue sienne, parce qu'il l'a choisie. Ça renvoie à ma deuxième émission, il me semble. Ouais, c'était la deuxième sur le côté de la responsabilité. L'homme responsable. Même, je crois que c'était la première plutôt dans le transhumanisme. À partir du moment où l'individu redevient conscient de lui-même et se met peut-être dans cette vision malheureusement post-métaphysique, eh bien, il se rend responsable et il ne se dédouane plus en disant que ce serait d'une volonté divine ou que ce serait une tentation des ténèbres, vous voyez, du mal, pour certains des démons, pour d'autres des djinns. Donc, ça serait, voyez-vous, une déculpabilisation de leur acte pour dire qu'ils n'étaient pas possesseurs de leur pleine conscience à ce moment-là. Mais où étaient-ils? C'est-à-dire que là, ils étaient dans un non-être, et ça renvoie après à des questions métaphysiques. Alors que pourtant, à la base, on était sur l'individu qui prend connaissance de lui-même, post-métaphysique. Puisqu'il se voit plutôt, dans un premier temps, en tâtonnant, en être pensant, en être réalisé par une société, par un système, par bien d'autres choses. Eh bien, Kierkegaard, donc existentialiste, nous mène après à la structure du pouvoir être soi-même, à la page 17. Donc Kierkegaard part implicitement de l'idée selon laquelle l'individu qui existe à travers la conscience de soi, à la lumière du sermon sur la montagne, rend continuellement compte de sa vie. Sur les critères moraux eux-mêmes, qui ont trouvé dans l'universalisme égalitaire de Kant une forme séculière, il ne semble pas avoir beaucoup à dire. Toute l'attention est en fait portée à la structure du pouvoir être soi-même, c'est-à-dire à la forme d'une autoréflexion éthique et du choix pour soi-même, laquelle est déterminée par l'intérêt infini dans la réussite de son projet vital. L'individu s'approprie, par l'autocritique, son passé, sa biographie, telle qu'il peut se la remémorer concrètement et telle qu'elle a été dans les faits, et ce à la lumière des possibilités d'action future. Donc il se met dans un ordre chronologique du temps, il refait le point sur lui-même, se met dans voyez-vous, un état d'esprit pour remanier ou non certaines de ses facettes. L'individu donc s'approprie cette autocritique, ce n'est qu'à ce prix qu'il devient une personne que nul autre ne peut remplacer un individu qui n'est pas interchangeable. L'individu se repent des aspects condamnables de sa vie passée et prend le parti de conserver les manières d'agir dans lesquelles il peut se reconnaître sans honte. Voilà qu'il fait une rétrospective, analyse ses belles actions, qui l'encensent, qui procurent de la joie intérieure, mais il se rappelle aussi. La mémoire ne joue pas des tours, elle est bien présente, de ses archives, de ses périodes passées où malheureusement il a pu être dans le mensonge, être dans des mauvaises fréquentations, voire lui-même devenir une influence néfaste. Et que dire encore s'il a commis des crimes ou d'autres délinquances? Eh bien, par cette réalisation de lui-même, décidément, ça va commencer à me taper sur les nerfs cette lumière, il faut que j'investisse dans une nouvelle caméra. Par sa réalisation de lui-même, il va comprendre là le projet qui doit être mis en place, c'est-à-dire comme pour une entreprise quand on fait un cahier des charges, ce que ça va apporter de positif, négatif, là où ça va être compliqué et au contraire ce qui est simple. Eh bien, le cahier des charges qui va s'instaurer, c'est
Mes bons comportements, ceux-ci sont de l'ordre de la bonne éducation, pas de souci. Et je m'en fais conservateur sur cette partie. En revanche, sur les autres, je demande rédemption quelque part. Je fais en sorte d'être pardonné et de devenir meilleur. Ce qui passe après par, vous le doutez bien, un plan d'action. Donc l'individu se repent de ses aspects condamnables de vie passée et compagnie. C'est ainsi qu'il parvient à une autocompréhension de la personne en tant que celle qu'il aimerait voir comme et reconnue par autrui. Et qui, cette fois-ci, est plus seulement sur le bon sens et le moral, mais bascule sur l'éthique. Le je parfait, entre guillemets, c'est celui que l'on aimerait de la société et en attente des autres. Pour faire justement la haute civilisation, au-delà même de ce que pourraient être les Lumières, si je puis dire. En procédant à une évaluation moralement scrupuleuse et une appropriation critique de sa biographie, telle qu'elle est effectivement, il se constitue en cette personne qu'il est et qu'il aimerait être en même temps. Je cite « Tout ce qui a été posé par sa liberté lui appartient essentiellement, si fortuit que cela puisse sembler. » Fin de citation. Kierkegaard est en vérité très éloigné de l'existentialisme de Sartre lorsqu'il ajoute, écoutez bien, cette distinction n'est pas pour l'individu éthique le résultat de son bon plaisir, car il pourrait paraître avoir puissance souveraine pour faire de lui-même ce qu'il désire. Un individu éthique ose dire qu'il est son propre rédacteur, mais il est en outre pleinement conscient du fait qu'il est responsable. Responsable vis-à-vis de lui-même dans le sens personnel, mais responsable vis-à-vis de l'ordre des choses dans lequel il vit, responsable vis-à-vis de Dieu. Fin de citation. Kierkegaard est convaincu que la forme d'existence éthique qui se dégage à partir de sa propre force ne peut se stabiliser que dans la relation du fidèle à Dieu, du fini à l'infini. Certes, il délaisse la pensée spéculative et pense dès lors sur un mode post-métaphysique, mais nullement sur un mode post-religieux. Il recourt, il est vrai, ce qui n'est pas sans ironie, à un argument qui, dans ce contexte, avait déjà été utilisé par Hegel contre Kant. Tant que nous fondons la morale, qui nous fournit le critère de l'exploration de soi sur la seule connaissance humaine, que ce soit au sens socratique ou au sens kantien, fera défaut la motivation qui permet de transposer les jugements moraux dans la pratique. Ce n'est pas tant au sens cognitif que Kierkegaard s'en prend ici qu'au malentendu intellectualiste qui pèse sur la morale. Si la morale pouvait mettre la volonté du sujet connaissant en mouvement uniquement en recourant à de bonnes raisons, il n'y aurait pas lieu d'expliquer cet état de désolation que Kierkegaard, en critique de son temps, ne cesse de stigmatiser. Cet état d'une société éclairée par le christianisme et imbu d'une rigueur morale, formelle, mais corrompue au plus profond d'elle-même. Alors, je vais vous citer un truc, mais j'avais soif. C'est à en rire ou en pleurer, de voir tant de savoir et de compréhension rester sans force sur la vie des hommes. Fin de citation. Le refoulement figé en normalité ou la reconnaissance cynique d'un état injuste du monde ne plaide pas pour un déficit du savoir, mais pour une corruption de la volonté. Alors, on va à présent se rendre à la page numéro 22. Et j'avais mis... Ok. En tant qu'être... Bon, on va faire fin 21-22. Pour les disciples philosophes, ce fait est naturellement contrariant. Assurément, même un penseur socratique, qui ne peut s'appuyer sur des vérités révélées, pourra suivre la phénoménologie suggestive de la maladie à la mort et accepter que l'esprit fini dépende des conditions, de possibilités qui échappent à son contrôle. Une vie éthiquement consciente ne peut pas être comprise comme une affirmation bornée de soi. Le penseur socratique s'accordera également avec Kierkegaard sur le fait que la dépendance par rapport à un pouvoir sur lequel nous n'avons aucune prise ne doit pas être comprise dans un sens naturaliste, mais concerne bien plutôt, et en premier lieu, une relation interpersonnelle. Donc interpersonnelle. En effet, le dépit d'une personne qui se révolte et qui, à la fin, se désespère d'être elle-même, est dirigé, en tant que dépit, contre une seconde personne. En revanche, ce sur quoi nous n'avons aucune prise et dont nous, sujets capables de parler et d'agir, sommes dépendants dans notre souci de ne pas rater notre vie, nous ne pouvons pas, dès lors que nous partons de prémices post-métaphysiques, l'identifier au Dieu dans le temps.
le tournant linguistique permet une interprétation déflationniste du tout autre. En tant qu'êtres historiques et sociaux, nous nous trouvons depuis toujours dans un monde vécu, structuré par le langage. Ça ramène du coup à toutes mes autres réflexions un peu philosophiques sur l'essence même de l'humain, la réalisation par le langage, la transmission du savoir et nos premiers ordres. C'est incroyable. Et je le retrouve dans plein de lectures après, bien évidemment, qui m'inspirent et qui se font complémentaires. Le langage n'est pas une propriété privée. Personne ne détient d'accès exclusif au médium comme commun de l'entente, que nous devons nous partager de manière intersubjective. Aucun participant ne peut contrôler à titre individuel la structure ou simplement le déroulement des processus par lesquels nous l'entendons et où nous entendons les uns les autres et par lesquels nous délibérons sur nous-mêmes. La manière dont locuteurs et auditeurs font usage de leur liberté communicationnelle en prenant position par oui ou par non n'est nullement une affaire d'arbitraire subjective. Car ils ne sont précisément libres qu'en vertu de la force d'obligation présente dans les prétentions qu'ils se font valoir les uns aux autres et qui requièrent de pouvoir être justifiées. Dans le logos du langage s'incarne un pouvoir de l'intersubjectif qui est préalable à la subjectivité des locuteurs et qui la sous-tend. Alors, après on a d'autres choses sur l'altérité, mais il me semble que ouais, j'avais mis la page... Ah bah voilà, on arrive après à cette nouvelle possibilité. Pour les sujets producteurs, un nouveau type de rapport à soi plongeant dans les profondeurs du substrat organique apparaît. En effet, dépend désormais de la compréhension que ces sujets ont d'eux-mêmes la manière dont ils vont employer la portée offerte par ces nouvelles latitudes de décision. Ils peuvent l'utiliser de manière autonome, selon les critères qui président aux délibérations normatives préalables à la formation démocratique de la volonté, ou de manière arbitraire, en fonction de leurs préférences subjectives, qui pourront être satisfaites par le marché. L'attitude qu'il s'agit par conséquent d'adopter à l'égard de progrès de la connaissance qu'il convient de saluer ne peut pas être celle d'une certaine critique culturelle. Il s'agit uniquement de savoir si, et le cas échéant, comment l'intégration de ces conquêtes affecte la compréhension que nous avons de nous-mêmes en tant qu'êtres responsables de nos actions. Cette possibilité, catégorialement nouvelle, qui nous est donnée d'intervenir sur les génomes humains, voulons-nous la considérer comme un accroissement de liberté qui requiert d'être réglementé ou comme une autorisation que l'on s'octroie de procéder à des transformations préférentielles qui n'exigent aucune auto-limitation? Ce n'est qu'en tranchant cette question fondamentale en faveur de la première solution que l'on peut débattre sur les limites dans lesquelles doit être contenu un eugénisme négatif, c'est-à-dire un eugénisme visant sans ambiguïté à épargner le développement de certaines malformations graves. Je souhaite ici n'aborder, bon décidément, peut-être en me reculant, je ne sais pas. Dites-moi au passage en commentaire si c'est gênant ou pas cette lumière. Parce qu'en fait, quand je l'éteins, c'est pareil. Je comprends pas. Je comprends pas cette caméra. Ah, je suis désolé pour ces petits moments un peu où je suis agacé en fait par ça, parce que cette caméra, je vais finir par la détruire. Et je ne l'ai pas achetée très cher. Elle fait toujours plus de taf que celle que j'ai d'origine sur de PC. Mais le jeu de lumière, je sais pas ce qui lui arrive. C'est une sorte de stabilisation qui... Je sais pas. Bon, en soi, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout d'entendre. Dites-moi en commentaire. Dites-moi, je verrai bien en replay. Tac. Donc là, après, ce n'est qu'en tranchant cette question fondamentale en faveur de la première solution que l'on peut débattre sur les limites dans lesquelles doit être contenu un eugénisme négatif. Négatif, ça veut dire celui qui va tendre à supprimer des vies. Et le positif, c'est celui qui va sélectionner. Donc, qui va faire des tests sur les embryons, ce genre de choses. Vous voyez, pour dire, on l'écarte celui-là. On le détruit, mais dans ses premières formes de vie. Le négatif, c'est, il y a des adultes handicapés, on les tue.
et il y a des vieux qui commencent à être malades, on les tue. Ça, c'est l'eugénisme négatif. Juste pour que vous fassiez bien la distinction entre les deux. Donc, c'est-à-dire un eugénisme visant sans ambiguïté à épargner le développement de certaines malformations graves. Je souhaite ici n'aborder qu'un seul des aspects du problème sous-jacent à cette question, celui du défi auquel est confrontée la compréhension moderne de la liberté, puisque le déchiffrement du génome humain met en perspective des interventions qui jettent une lumière remarquable sur une condition dont l'hypothèse n'avait jusqu'ici jamais été thématisée, mais qui, telle qu'elle se présente désormais, est une condition évidente et essentielle de la compréhension normative que nous avons de nous-mêmes. Après, ça continue, mais nous on se rend à la page numéro 27 pour l'effacement des frontières. Puisque les enfants qui naîtraient de ces opérations pourraient alors plus tard demander des comptes aux fabricants de leur génome et les rendre responsables des conséquences non désirées à leurs yeux qu'a entraîné le point de départ organique de leur biographie. Des enfants qui attaqueraient leurs parents parce qu'ils n'ont pas fait, voyez-vous, des tests génétiques et des modifications d'ARN, et d'autres qui se retourneraient contre les laboratoires pharmaceutiques, qui auraient permis ces bébés éprouvés, si je puis dire, par ces chercheurs, ces scientistes, où ils auraient fait une mutation génomique et qui auraient entraîné malheureusement un autre problème ailleurs, qui n'était pas encore détectable puisque la science avance par tâtonnement. Donc ça pose cette question des enfants qui se retourneraient et à la fois contre leurs fabricants, rien que le terme déjà est assez dérangeant, et contre leur départ organique. Cette nouvelle structure de l'imputation en responsabilité résulte de l'effacement de la frontière entre personne et chose, comme c'est déjà aujourd'hui le cas pour ces parents d'enfants handicapés qui intentent des procédures civiles à l'encontre de leurs médecins les rendant responsables des conséquences matérielles d'un diagnostic prénatal erroné et qui demandent pour cela des dommages et intérêts. Comme si un handicap intervenu contre toute attente médicale avait le statut du vice de forme dans une avarie matérielle. À travers la décision irréversible que constitue l'intervention d'une personne dans l'équipement naturel d'une autre personne, naît une forme de relation interpersonnelle jusqu'ici inconnue. Ce nouveau type de relation choque notre sensibilité morale parce qu'il représente un corps étranger dans les relations de reconnaissance juridiquement institutionnalisées dans les sociétés modernes. Si une personne prend pour une autre personne une décision irréversible, touchant profondément l'appareil organique de cette dernière, alors la symétrie de responsabilité qui existe par principe entre des personnes libres et égales se trouve nécessairement limitée. D'une façon générale, nous disposons par principe d'une liberté autre que celle que nous aurions vis-à-vis de la fabrication prénatale de notre génome. En grandissant, l'adolescent pourra un jour assumer la responsabilité de sa biographie et de ce qu'il est. Ce qui renvoie, vous voyez, au précédent passage, à l'individu qui se comprend et qui refait un point sur lui. Donc une biographie. Il peut en effet établir une relation réfléchie au processus de sa formation, forgée par la révision, une nouvelle compréhension de soi et en approfondissant les choses, compréhension rétrospectivement. De cette compréhension, compenser rétrospectivement la responsabilité asymétrique que les parents portent dans l'éducation de leur enfant. Cette possibilité d'appropriation autocritique de l'histoire de sa formation n'est plus donnée de la même façon s'il y a eu manipulation génétique. Allons même plus loin. Une fois devenu adulte, cette personne, aveuglée par la décision non révisable, demeurerait dans la dépendance d'une autre personne et n'aurait aucune chance, dans un échange entre pairs, de pouvoir instaurer la nécessaire symétrie de responsabilité en recourant à la voie rétroactive d'une autoréflexion éthique. À celui qui ne supporterait pas son propre sort, ne resterait que l'alternative du fatalisme ou du ressentiment. Et on pourrait même aller plus loin, par ceux qui veulent donner la possibilité de s'euthanasier, de se supprimer. On aurait des êtres qui seraient passés dans la modification, en grandissant, qui tomberaient peut-être sur des John Monet ou autres, vous voyez, ces dérangés qui disent « Toi, t'es pas un petit garçon, t'es une petite fille, on te fait opérer ». Et bref, plein d'autres choses comme ça, avec des conceptions qui leur mettent dans le crâne, qui dépersonnaliseraient de ce qu'ils sont vraiment au fond, les mettraient dans une colère contre eux-mêmes, dans un jugement contre à la fois ce qu'ils nommeraient les fabricants,
les intervenants, médecins, scientifiques et compagnie, et contre les parents ou donateurs. Et conduirait la fin sur la mort. C'est une probabilité, en tout cas, quand on voit que de plus en plus, il penche vers ça. Et quand tu t'acceptes plus, c'est tu te modifies, l'homme devient femme et inversement. Et quand à la fin, il en a une totale détestation de tout ce qui le représente et qu'il observe le chaos en lui-même et la destruction extérieure, bien la médicamentation et s'ensuit la dépression. Et la finalité, l'aboutissement, c'est la suppression. Alors, nous sommes à la page 28. Alors moi, après c'est 29, pas seulement les propositions réductionnistes. Ok, on va quand même le faire. Donc après, on nous dit l'article 3 qui garantit le droit à l'intégrité physique et mentale de la personne contient l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection de personnes, ainsi que l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Mais ces orientations axiologiques, très vieille Europe, ne passent-elles pas déjà aux États-Unis et ailleurs pour marottes certes aimables, mais néanmoins inadaptées à leur époque? Voulons-nous encore tout simplement nous comprendre comme des êtres normatifs? Allons plus loin. Des êtres qui attendent les uns des autres une responsabilité solidaire et un égal respect les uns pour les autres? Quel statut faudrait-il conférer au droit et à la morale pour qu'un échange social puisse aussi s'adapter à des concepts fonctionnalistes, dépourvus de normes? Les hypothèses qui sont en débat sont avant tout naturalistes. Et parmi elles, on ne compte pas seulement les propositions réductionnistes des scientifiques, il y a également les spéculations adolescentes sur l'intelligence artificielle supérieure des futures générations de robots. L'artifice remplace le naturel. Le monde, voyez-vous, plutôt virtuel, prend le pas sur le réel. Et alors, l'homme entre dans une sorte d'idiocratie, ne prend plus le temps de construire, vu qu'il faut être toujours plus rapide, à l'affût de tous les canaux d'information. La surinformation, en réalité, les dépressions créant un bourrage de crâne et une perte de mémoire. Celui qui est là, finalement, à chaque fois, à chaque stimuli qui lui est présenté, allez, un stimulus, pof, 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 et à la fin de tous ces stimuli, en perd une totale attention, il ne peut plus rien mémoriser, plus rien comprendre, ni apprendre. Et de facto, son intelligence descend. Parce que, entre autres, les tests de quotient intellectuel sont basés, ni plus ni moins, que sur le niveau de la personne, là où elle est rentrée. C'est-à-dire que tu peux obtenir 95-100 et au bout de 10 ans repasser et être à 140. En fait, le quotient intellectuel n'est pas, voyez-vous, stable dans le temps. Il peut varier. Une personne, même très développée par ses cursus universitaires et compagnie, pourrait, on va dire dans sa forme de l'âge, réussir tous les tests, avoir de la logique, être assez rapide à détecter les informations qui sont les plus nécessaires pour obtenir des solutionnements rapides, et pour autant, du jour au lendemain, avoir Alzheimer et ne plus avoir toutes ses facultés. Tomber dans une amnésie ou ce genre de choses et finalement en reperdre. Alors, est-ce que cet être humain-là aura toujours été ce qu'il pourrait nommer pour certains idiot, crétin ou ce que vous voulez, ou aura-t-il seulement été impacté par l'environnement et surtout par un état de santé? Et ça pose après tout un tas de questions. Moi, j'introduis souvent des sujets, je les développe en dehors des réseaux et j'observe en fait ce qu'il en est dit à côté. Vous voyez ? Lisons la suite. Quel statut faudrait-il conférer au droit et à la morale pour qu'un échange social puisse aussi s'adapter à des concepts fonctionnalistes dépourvus de normes? Les hypothèses qui sont en débat sont avant tout naturalistes. Et parmi elles, on ne compte pas seulement les propositions réductionnistes des scientifiques, il y a également les spéculations adolescentes sur l'intelligence artificielle, donc c'est ce qu'on vient de voir, supérieure des futures générations de robots. Les choses étant ce qu'elles sont, l'éthique du pouvoir être soi-même, devient une possibilité parmi d'autres. La substance de cette matière de se comprendre soi-même face à des réponses concurrentes ne dispose plus d'arguments formels pour s'affirmer. Il semble bien plutôt que
la question philosophique originaire de la vie qu'il faut mener se renouvelle à un niveau de généralité anthropologique, jusque-là inconnu. Les nouvelles technologies nous imposent une discussion publique sur la compréhension qu'il faut avoir des formes de vie culturelle en tant que telles. Or, les philosophes n'ont plus de bonnes raisons pour abandonner un tel sujet de... un tel objet de controverse à des bioscientifiques et à des ingénieurs exaltés par la science-fiction. Donc eux, les philosophes, ils laissent leur travail couler. Chapitre 2. Vers un eugénisme libéral, la querelle autour de la compréhension éthique que l'espèce humaine a d'elle-même. Donc on a Andreas Kuhlmann qui nous dit, je le cite, « Si les futurs parents aspirent à un degré accru d'autodétermination, alors ce ne serait que justice que soit aussi garantie aux futurs enfants la possibilité de mener une vie autonome. » Fin de citation. En 1973, des chercheurs sont parvenus à séparer et à recombiner des composants d'un génome. Depuis cette première recombinaison artificielle, la technique génétique s'est fortement développée, en particulier dans le domaine de la médecine de procréation, où ont été mis en œuvre des procédés tels que le diagnostic prénatal, qui avant allait dans le liquide amniotique, et maintenant ils ont une autre technique, ils mettent plus l'aiguille directement, parce qu'il y avait des risques de fausse couche par exemple. Et depuis 1978, on a également l'insémination artificielle. Le procédé de la fécondation in vitro, FIV, fécondation in vitro, d'un ovule et d'un spermatozoïde, a permis que les cellules souches humaines soient hors du corps de la mère, accessibles à la recherche et aux expérimentations génétiques. D'ores et déjà, la procréation médicalement assistée, dont je vous parlais au début de direct, et je pense avoir été clair sur ce que ça représente, a conduit à des pratiques qui empiètent de manière spectaculaire sur les relations intergénérationnelles et sur le rapport usuel entre la parenté sociale et la génération biologique. Je pense notamment au phénomène des mères porteuses, au don du sperme, au don d'ovules permettant la grossesse après la ménopause ou encore à l'usage pervers des embryons congelés au-delà de délais raisonnables. On avait aussi abordé les embryons surnuméraires, ceux présents en trop. Les parents peuvent les sacrifier, les conserver, les donner à la science. Ça fait froid dans le dos. Alors, à la page 31 un petit peu, on peut continuer, après on va à 35. Mais il fallut rencontrer ce qui suit en fait. En fait, il fallut la rencontre de la médecine de procréation et de la technique génétique pour que l'on parvienne au procédé appelé diagnostic pré-implantatoire. Donc on avait le diagnostic prénatal, DPN, et on a le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que là, c'est ni plus ni moins que les bébés éprouvettes. En dehors du corps de la femme, ils sont à disposition de mains pour travailler dessus et entre autres récupérer quelques cellules à mettre après dans les amplificateurs pour de ces rubans génétiques voir s'il y a un défaut ou non. Et que s'ouvrent donc les perspectives sur la culture d'organes et les transformations génétiques à des fins thérapeutiques. Aujourd'hui, ce sont donc des citoyens dans leur ensemble qui se voient confrontés à des questions dont le poids moral excède largement celui des querelles politiques habituelles. De quoi s'agit-il ? Par exemple, le diagnostic préimplantatoire permet de soumettre des embryons au stade de 8 cellules à un test génétique prévisionnel. Ce procédé est d'abord destiné aux parents qui souhaitent éviter le risque de transmission de pathologies héréditaires. S'il y a lieu, l'embryon testé en éprouvette n'est pas réimplanté dans la mère, épargnant ainsi à celle-ci une interruption de grossesse qui, sans cela, serait intervenue à la suite du diagnostic prénatal. Vous voyez, le diagnostic préimplantatoire, il fait la sélection, alors que le diagnostic prénatal, il peut très bien être fait après le premier test, mais lui, ce sera plus tard. Et surtout, il est déjà trop tard. Le préimplantatoire, il regarde par exemple par rapport à 3 ou 4 embryons qui sont disponibles. Lequel paraît le meilleur. L'œuf, on va dire, qui sera le plus fécond en qualité. Alors que l'autre, la femme est déjà enceinte, voyez-vous. Et après, ça continue sur les cellules totipotentes et compagnie. Mais ça, je vous passe un peu... Il y a des fois des choses techniques très intéressantes, mais je sais que si je commence à les lire, bon nombre vont se barrer, donc c'est pas mon intérêt. J'essaie déjà de vous pencher sur ces sujets.
À la page numéro 35, eh bien, on est sur l'eugénisme libéral. C'est là un argument qui, au demeurant, sert déjà aujourd'hui à défendre un eugénisme libéral qui ne reconnaît pas de frontière entre les interventions thérapeutiques et les interventions à des fins d'amélioration, mais laisse aux préférences individuelles des acteurs du marché le choix des finalités qui président aux interventions destinées à modifier les caractéristiques génétiques. Là, on n'est plus sur l'ordre de Hippocrate, qui au passage, lui, dans le serment d'Hippocrate, il y a en fait, on retrouve un personnage de Pergame, là où est le trône de Satan. Comme quoi, le serpent s'est bien faufilé au fur et à mesure de cette médecine, si je puis dire. Eh bien, la revanche du serpent est là, en fait. Elle est à nouveau sur le devant de la scène, et elle ne propose plus seulement d'être dans une sorte de générosité, à voir qui a des problèmes de santé, et à tenter de pallier et de trouver une réponse adaptée. Maintenant, il est question de se modifier soi-même, même quand ça va bien. Juste parce qu'on veut être plus performant. Voyez. Et ce qui est incroyable, eh bien, c'est la façon des paliers de consentement. C'est pas un complot organisé où ils sont tous structurés, non. C'est la façon dont la société, par sa modernité, a amené à une dévalorisation des corps. Je parle pour l'Occident, parce que dans d'autres endroits, par exemple les tatouages, c'était répandu, c'était de l'ordre tribal. Mais dans la société de l'Occident, on en arrivait à la révolution des tatouages omniprésents, des piercings, petit à petit de ceux qui vont faire ce qu'on appelle de la médecine esthétique, donc les femmes Botox et compagnie, à la chirurgie esthétique. Là, la transformation est plus importante encore. On pense entre autres aux poitrines augmentées, aux fesses avec les implants, il me semble, la rhinoplastie, et à bien d'autres choses, parce qu'il faut ressembler à un filtre, parce qu'on ne peut apprécier les défauts. Pourtant, ce qui nous différencie vraiment les uns des autres et qui ne génère pas de clones, ce sont nos défauts. Vous voyez, c'est les altérations un peu de notre livre de vie, si je puis dire. Et qui nous mènent certes des fois à être là, complexé sur certaines parties de son corps, sur l'extérieur, par rapport au regard des autres. Et puis un jour, tu t'en as franchi ou non. Et il ne s'agit pas de se laisser aller et de se perdre. Et vous... non, il faut savoir faire le yo-yo, en fait, ce qui oscille entre des fois quand tu es à ta moins bonne période et quand tu arrives à être à ton prime, mais de façon naturelle. Or, aujourd'hui, ils ne veulent plus, justement, ces variables. C'est comme dans les relations, il faut toujours être à un sommet. Toujours être au-dessus des autres, à briller, entre guillemets. Regarde-moi, je suis au-dessus. J'en impose, j'en mets plein la vue. Eh bien, on en arrivait à ça. Et vous comprenez que de cette généralité, ni plus ni moins, que de se transformer, de ne plus avoir le corps sacré, où nous ne sommes pas possesseurs de notre propre corps. Il n'appartient pas non plus à autrui, il appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc on doit essayer de le restituer du mieux que l'on peut, prendre soin de son corps. Alors il arrive que dans la vie, on fume, on boit, on fasse ci ou ça, que l'on soit amené à pratiquer des métiers assez pénibles pour le dos, ou qui nous abîment par exemple les mains, ou je ne sais quoi encore. Mais pour autant, on doit tenter de rester dans une bonne condition. Et là, on nous force à sortir de cette idée de travailler sur nous-mêmes pour la simplicité. Et on l'a observé, des gens qui sont tombés en obésité parce qu'il y a tout un système de mauvaise bouffe où les nutritions ne sont plus du tout respectées, le système diététique, il s'effondre pour des choses très caloriques, peu, voyez-vous, intéressantes pour notre corps et pour, par exemple, amener la musculature et bien d'autres choses au niveau des fibres. Voyez-vous? À la place, on nous rend malade et on nous dit, attendez, on a la solution. Et si je prenais cet exemple, c'est parce qu'il y a, voyez-vous, pour les diabétiques, il y a un produit qui est utilisé et qui s'est retrouvé sur un marché parallèle pour que les gens se l'injectent et viennent à perdre du poids. On a retrouvé comme ça plein de médicaments qui sont détournés de leur usage principal. Parce que les gens ne veulent plus bosser sur eux-mêmes et se mettre un agenda avec, voyez-vous, de la régularité dans leurs actions. Non, ils veulent tout de suite. Eh bien, ce qui est fait pour le physique le sera fait également pour le mental, le cerveau. Là où il faut des années, voyez-vous, pour se structurer une vraie pensée. C'est-à-dire qu'on a des opinions. En revanche, quand tu parles de vraies pensées, d'analyse, qui te seront personnelles ou non, eh bien ça nécessite
des années. Parce que ça va entraîner des méthodes, des questions, des recherches, des réponses. Ça va être thèse, antithèse, synthèse. Vous comprenez? Eh bien, il y a ce que j'avais en opinion, il y a la pensée que je vais approfondir par d'autres chercheurs, autrui et des écrivains, bref, des scientifiques et compagnie. Et de là, après, eh bien, je vais sélectionner les passages qui me semblent les plus élémentaires pour en faire ma conclusion. Et en l'occurrence, en effet, ce qui résultera sera très majoritairement issu de l'extérieur et non de ma propre personne. Mais ça, vous voyez le temps que ça nécessite pour apprendre une formation pareille, un métier ou encore obtenir des études, eh bien demain, les gens, puisqu'ils sont toujours dans la simplicité et du tout de suite, demanderont la puce Neuralink ou un autre implant cérébral. Et à ce moment-là, une téléversion ou une télétransmission, voyez-vous, de machine à esprit. Mais au final, que restera-t-il de ces êtres? Ils ne sont plus vraiment pensants. Ils seront dans leurs premières années et après dépassés. Ils ne seront que des calculateurs. Et c'est ce que je vous disais l'autre jour, il y a peut-être un mois de ça, un truc comme ça. C'est notre façon d'être sur les réseaux sociaux. Nous sommes tout le temps dans du traitement d'informations, des fois à des niveaux pas du tout utiles, dans du trolling, dans bien des choses, mais à d'autres instants, en fait, nous alimentons toujours la matrice. Dans le divertissement, dans les jeux, dans les moqueries ou non, dans les débats, dans nos productions, dans nos recherches, et compagnie. Et je peux faire toute une liste. On est toujours dans le traitement d'informations. On ne s'arrête jamais. Je prends, je transmets, je retransmets, je modifie, j'envoie. Tac, 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 tac. Donc, la machine, l'informatique, c'est quoi? C'est des supercalculateurs, on est d'accord. Et l'homme, il est en train de faire quoi quand il se met dans la machine? Il est en train de se transformer lui-même en calculateur. Certes, il ne fait pas du binaire, du 0, du 1, des mathématiques comme ça, mais son langage, lui, est en train de travailler quelque part. Eh bien, ce que je suis en train de vous annoncer là, c'est qu'on est en train de rentrer dans une dimension d'être des supercalculateurs et que la machine, même avec son quantique, n'est rien comparé à un cerveau humain. L'aboutissement. Quand l'homme n'est plus dans la métaphysique, n'est plus connecté à Dieu, a coupé les cordons ombilicales de sa mère dès la naissance pour être finalement branché sur les réseaux, là est le problème. Quand le cerveau et ses réseaux neuronaux avec les synapses viennent à être dérégulés par un implant, par un corps étranger, voilà que vous n'êtes plus possesseur de vous-même et que vous êtes dans un non-être. Tout l'ordre philosophique qui était passé, être, non-être et bien d'autres choses encore, dépassé par autrui. Comme ceux qui annonçaient dans les religions les possessions par des démons, des djinns et compagnie. Plus maître de son vaisseau, plus maître de son cerveau. Et qu'est-ce qui pilote? Qu'est-ce qui est le quartier général de soi-même? C'est bien le cerveau. Et ça, c'est ce qui est visé dans l'attaque. Mais d'abord, ils commenceront, voyez-vous, par étapes. J'ai déjà énuméré les différentes classes qui se constituent dans ces étapes-là, vous voyez, dans ces différents groupes, si vous préférez, et qui vont normaliser après le fait que l'on puisse proposer la modification du vivant. Mais nous ne serons plus dans un ordre eugéniste en revanche. Vous voyez, la société eugénique 1912, quelque chose comme ça, de France et ailleurs sur la planète, financée par des Rockefeller et compagnie, ne doit plus revoir le jour parce que le fait de supprimer une vie n'est plus acceptable, ça a été statué. Il faut seulement être des réformateurs, transformer ceci. Et en revanche, quand l'homme, parce que c'est la finalité, hein, il y a transhumanisme et il y a post-humanisme, comme il y avait métaphysique et post-métaphysique. Et bien quand l'homme a commencé sa transformation et à la fin ne comprend plus qui il est, a effacé sa connexion à Dieu, il lui reste quoi? Une non-différenciation entre lui et l'objet. Donc la possibilité d'être transmis dans l'objet. Puisqu'il est à ce moment-là attaché à un matérialisme et il se dit que le cerveau est à la base de tout ce qu'il constitue, de tout ce qu'il est. Donc si on refait, on remodélise son cerveau et qu'on arrive par des puces neuronales et des capteurs à, on va dire, enregistrer toute sa biographie de ce qu'il a fait en tant que corps humain, on peut après le mettre dans la machine en immortel. Et auquel cas, ceux qui arriveront à un certain âge accepteront ou non, tel dans Time Out, de payer avec le temps, mais là on serait plutôt dans l'idée
de se transférer dans la machine. Une renaissance. L'image, comme le Christ ressuscité, d'un homme ressuscité, de mortel à immortel. Vous comprenez? Et ça va plus loin. C'est ça le post-métaphysique. C'est de dire qu'on arrivera à un point de transcendance où on sera capable de télécharger l'homme dans la machine. Et donc, comme il y a trop d'êtres humains sur Terre, que l'on est dans un problème du principe de population de Malthus, que je vous dirai prochainement, de la répartition entre les ressources disponibles et le nombre d'hommes qui habitent sur cette Terre, eh bien, une solution se présente, libre à chacun, en consentement libre et éclairé, d'aller se transférer. Il est possible que le président fédéral Johannes Rau ait eu un tel scénario présent à l'esprit. Donc là, on revient sur les modifications génétiques et compagnie. Le 18 mai 2001, lorsqu'il lança cette mise en garde, je cite, « Quiconque s'engage dans l'instrumentalisation de la vie humaine, quiconque distingue la vie qui vaut d'être vécue de celle qui ne le vaut pas, celui-là est entré dans une voie où il n'y a plus de point d'arrêt. » L'argument de la pente glissante prend une tonalité moins alarmiste si l'on songe à l'usage rétrospectif que les lobbyistes de la technologie génétique font des précédents qui n'ont pas donné lieu à une réflexion suffisante ou à des pratiques qui sont entrées incidemment dans des habitudes. Je m'excuse pour ces quelques mots hachurés ce matin. Je manque un peu de concentration. Je vous l'accorde. Tac, 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 tac. Donc, si l'on emploie cet argument de manière méthodologiquement juste, cela signifie que nous faisons bien de contrôler l'évaluation normative des développements actuels à propos des questions auxquelles nous pourrions bien être confrontés un jour du fait des développements théoriquement possibles de la technologie génétique, quand bien même les experts nous assurent-ils qu'ils sont pour l'heure tout à fait hors de notre portée. Ne faites pas paniquer l'opinion publique. Laissez-leur présager que ceci arrivera dans des décennies. Ça évite que l'homme pense. Et je dis encore du temps. Et en fait, il sera pris de dépourvu. Et s'ensuit le marketing agissant sur les cerveaux, créant des foules. Et en fait, de ces publicités, le désir naît. Il est ancré maintenant. Il n'y a même plus besoin de proposer. C'est directement, ça s'impose. L'invocation de cette maxime ne vise nullement la dramatisation. Tant que nous évaluerons avec soin et à temps les limites les plus dramatiques que nous aurons peut-être à franchir après-demain, nous serons à même de traiter avec calme les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui et d'autant mieux disposés à convenir qu'il n'est pas toujours aisé de faire pièce aux réactions alarmistes au moyen de raisons morales contraignantes. J'entends par là des raisons séculières qui, dans une société marquée par le pluralisme des visions du monde, doivent raisonnablement compter sur la capacité d'acceptation de tous. À l'application de la technique de préimplantation est liée la question normative de savoir, je cite, « si le fait d'avoir été créé sous réserve et de n'avoir reçu le droit au développement et à l'existence qu'après une enquête génétique est compatible avec la dignité humaine. » On est donc bienvenu à Gattaca. La carte est faite et on fait le test. Tu coches, ça c'est bon. Là toujours. Allez, toi, t'as en être en devenir, t'as le droit. L'autre est détruit, pourtant il était ton frère. C'est à peu près ça. Avons-nous le droit de disposer librement de la vie humaine à des fins de sélection ? Une question analogue se pose dès lors qu'il est question de consommer des embryons dans la perspective vague de pouvoir un jour cultiver, y compris à partir de ses propres cellules somatiques, des tissus transplantables et de les implanter à abstraction faite du problème que posent les contraintes de la défense immunitaire vis-à-vis des cellules étrangères. Donc après, ça revient à la question des organes, de la transplantation et de vivre une éternité encore biologique. Il y a un film, je crois que c'est The Island, il me semble, qui est sur cette thématique. Je suis friand de cinéma, en tout cas sur ces sujets. À mesure que s'étendent et se normalisent la création et l'utilisation d'embryons aux fins de recherche médicale, se transforme la perception culturelle de la vie humaine anténatale, avec pour conséquence l'abrasion de notre sensibilité morale au profit des calculs, des coûts et des bénéfices. Aujourd'hui, nous décelons encore ce
ce cas d'obsède une telle pratique réifiante, et nous nous demandons si nous aimerions vivre dans une société qui s'achète des ménagements narcissiques pour ses propres préférences, au prix de l'insensibilité eu égard aux fondements naturels et normatifs de la vie. Après, ça continue sur le diagnostic préimplantatoire, mais non, on va aller plus loin. On va aller à la page numéro 40. Le droit à un héritage génétique non manipulé pose un problème différent de celui rencontré avec la réglementation de l'interruption de grossesse. La manipulation génétique touche à des questions d'identité de l'espèce, à travers lesquelles la compréhension qu'a l'homme de lui-même en tant qu'être d'essence générique forme également le contexte dans lequel s'inscrivent nos représentations juridiques et morales. La question qui m'intéresse tout particulièrement est celle de savoir comment la dédifférenciation qu'opère la biotechnologie sur des distinctions usuelles entre ce qui croît naturellement et ce qui est fabriqué, entre le subjectif et l'objectif, modifie la compréhension que nous avions jusque-là de nous-mêmes du point de vue d'une éthique de l'espèce humaine et affecte la compréhension qu'aura d'elle-même une personne génétiquement programmée. Nous ne pouvons pas exclure que la connaissance du fait que son patrimoine héréditaire a fait l'objet d'une programmation eugénique pose des limites à la capacité dont fera preuve l'individu de mener une vie autonome et fausse les relations par principe symétriques entre personnes libres et égales. La recherche consommatrice d'embryons et le diagnostic préimplantatoire suscitent des réactions fortes parce qu'ils sont perçus comme l'exemplification même du danger que représente un eugénisme libéral désormais à notre propre vue, à notre portée. Incroyable. En fait, j'étais en train de penser en même temps parce que ça m'a tapé, ça m'a frappé au cerveau. Vous voyez les femmes au travail, pour ceux qui travaillent des fois dans l'administratif ou autre, ou qui côtoient autrement des femmes de cette époque. Souvent, elles se comparent comme ça quand elles ont des gamins. Ouais, moi, mon gamin, c'est le mieux. Moi, mon gamin, il apprend vite. Moi, ci, moi, ça. Par rapport aux mômes. Et souvent, elles font des comparatifs comme ça et elles pensent qu'il est au-dessus. C'est normal, hein. C'est en tant que parent que ça se déploie ainsi. Mais regardez, demain, puisqu'on est dans la concurrence, quand il y aura des mômes tout à fait classiques, nés naturellement, sans modification, ils seront là. Et leurs parents, leurs mères, surtout celles qui vivent dans cette société où il faut toujours être sous les projecteurs, à s'afficher, à être les meilleurs, que ce soit pour partir en vacances, pour posséder des affaires de marque, pour avoir des enfants épanouis, bref, vous connaissez hein, ce système un peu hystérique qui pousse à être meilleur que les autres. Eh bien, ces femmes qui n'auront pas modifié leur môme et qui se compareront avec leurs collègues pour leur premier enfant, vous ne pensez pas que rapidement elles vont succomber, voire il y aura le phénomène de mode où ça sera de faire son enfant à la carte, qu'il soit métissé, qu'il ait telle couleur de yeux, qu'il ait en tout cas une faveur pour l'intelligence, si je puis dire. C'est fort probable. Ça va être le bébé sur mesure, comme le disait Blanche Streb. On entre dans la technicisation. Que signifie moraliser la nature humaine ? Les progrès spectaculaires de la génétique moléculaire ne cessent de rendre ce que nous sommes par nature toujours plus accessible aux interventions biotechnologiques. Du point de vue des sciences naturelles expérimentales, cette technicisation de la nature humaine ne fait que prolonger cette tendance que nous connaissons bien accroître toujours plus la part d'environnement naturel dont nous pouvons disposer. Mais notre attitude change dès lors que nous nous plaçons dans la perspective du monde vécu et que la technicisation transgresse la frontière entre nature externe et nature interne. En Allemagne, le législateur a non seulement interdit le diagnostic préimplantatoire, et la recherche consommatrice d'embryons, mais également ce qui est autorisé ailleurs et qui touche au clonage thérapeutique, aux mères porteuses et à la mort médicalement assistée. Pour l'instant, les interventions technologiques sur la lignée germinale et le clonage des organismes humains sont proscrites dans le monde entier, et ce, à l'évidence, pour des raisons qui ne relèvent pas seulement des risques liés à ces pratiques, et surtout ce qui peut en résulter. Si on commence à créer des mutations sur les êtres humains, est-ce que les virus en leur propre corps pourraient muter et entraîner une meilleure résistance, et auquel cas mettre en danger toute l'espèce humaine qui n'aurait pas eu cette séquence
d'ADN modifié dans leur corps. Et je parle même pas du bioterrorisme et tout ce qu'il en est encore à côté. On est à une période où ceux qui disent oui, ils envoient des chars, ils ont des avions, ils font la guerre de cette manière, n'ont rien compris à ce qu'est la vraie guerre quand elle sera déclarée ou non d'ailleurs. Elle ne sera pas... Les chars et tout, ça c'est juste, on va dire, du décor. Vous voyez, c'est pour avoir des belles images. C'est... Les riches, entre guillemets, se divertissent de ce qu'ils peuvent voir, de ce qu'il leur est transmis. C'est comme quelqu'un qui jouerait à un jeu vidéo puis crée son scénario. Ça c'est bien, tu vois. C'est de l'action, c'est un bon film, on va dire. Comme au cinéma, tu rentres dans la salle et ça fait du bruit, ça t'envoie des lumières, ça t'en jette plein la vue, mais ça c'est nul. Les vrais maîtres du monde, ceux qui parlent de faire la guerre et qui pourrait être la dernière guerre, c'est même pas la bombe atomique, c'est même pas la bombe nucléaire, la bombe H, à hydrogène, etc. C'est la génétique. Ceux qui sont capables de modifier des insectes pour que les insectes, ils attaquent une variété, donc en fait, vous voyez, ils réagissent. Je vous avais déjà mis là les abeilles, vous voyez, quand elles sortent leur petite trompe pour aller, je sais plus, sur du sucre ou des trucs comme ça, et elles arrivent après par l'effet pavlovien, donc le conditionnement, à les faire réagir, à sortir la trompe à un produit. Et ils les transforment comme ça, ils les mettent après dans des batteries et dans les aéroports, ils s'en servent pour détecter des drogues ou encore des explosifs. C'est un truc de dingue. Hein. Et en fait, elles sont connectées à la machine. Et si elles réagissent, ça envoie un signal, ça active une LED et la LED elle-même, si sur la rangée, je crois par exemple de 20 abeilles pour détecter un produit, une quinzaine réagissent, ça veut dire que la probabilité que dans la valise, il y ait un stupéfiant, elle est bonne, tu vois. C'est comme pour le chien ou autre. Mais là, c'est encore plus efficace parce que dans un petit aspirateur, il y a 15 ou 20 produits qui peuvent être testés. Le chien, lui, va réagir à peut-être 2 ou 3 stupéfiants. Bref, pour vous dire qu'ils sont capables d'allier donc le biologique à la machine, eh bien, ils vont plus loin. Ils sont capables de modifier des insectes pour qu'ils réagissent à certaines variétés de maïs ou de d'autres blés et compagnie, et qui détruisent uniquement les champs de cette variété de graines. Donc les champs voisins, imaginons d'un coup, par le vent ou par je ne sais quel procédé encore, des insectes se retrouvent dans des champs finalement alliés. Mais ils ne les détruiront pas. Parce qu'ils ne réagiront pas, vu que ce ne sont pas les mêmes molécules et ils ne sont pas conditionnés à détruire celles-ci. Donc les guerres de demain, c'est basé sur ça, et je ne vous parle même pas du reste. Des moustiques modifiés pour, par exemple, donner tel ou tel virus dans des humains et compagnie. Celui qui veut faire la vraie guerre, ça sera sur ce secteur-là. C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça qu'à l'international, je pense que vous voyez, il y a les trucs pour les contrats, pour la guerre, ce qui est interdit, ce qui peut être considéré comme crime de guerre. Exemple, t'envoies des soldats, ils s'entretuent, c'est pas un crime de guerre. Par contre, t'envoies du napalm, c'est un crime de guerre. Du phosphore, c'en est un. Oui, encore une fois, c'est pour vous prouver que quand ils envoient juste des hommes ou des chars, c'est du divertissement. Et ça permet de réguler aussi la population, soit dit en passant. Tac, 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 41. Donc la technicisation, ça j'ai vu. « 43. Question de la frontière à ne pas franchir. C'est une constante que le souhait de mener une vie plus autonome aille de pair avec les objectifs collectifs favorisant la santé et l'allongement de la vie. Aussi, au regard de l'histoire médicale, nous incite au scepticisme en ce qui concerne une moralisation de la nature. Je cite, « Des débuts de la vaccination, des premières opérations à cœur ouvert ou encore à cerveau ouvert, à la thérapie génique, en passant par les transplantations d'organes et les implantations d'organes artificiels, sans cesse il y a des discussions sur le fait de savoir si, cette fois, une frontière a été atteinte qui ne puisse plus justifier, même à des fins médicales, une technicisation supplémentaire de l'homme. Aucune de ces discussions n'a arrêté la technologie. » Avant, ouvrir un corps pour l'opérer, c'était considéré comme... comment on appelle ça ? Une scarification. Vous voyez, c'était interdit par l'Église.
L'Église, elle a même fait interdire à d'autres époques, pour vous dire aussi les positions changeantes et la morale qui peut aller de pair avec une meilleure connaissance, c'est qu'à une certaine époque, l'Église avait fait interdire les bains publics parce qu'elle considérait que l'eau était source de la transmission des maladies. On ne transmettait pas par les poussillons hautes, c'était par l'eau. Donc il fallait interdire les bains publics. Vous voyez, il y a eu plein de périodes comme ça où ça peut être assez sombre en tout cas. Eh bien, pareil, opération à cœur ouvert, vivre avec le cœur de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je sais que si un jour j'ai un problème de santé, que ce soit des reins ou du cœur ou ce genre de choses, je ne peux pas. Voyez-vous. Si c'est, et c'est là où c'est étrange. Si c'est un matériel artificiel, pourquoi pas? Si c'est biologique et que ça appartient à quelqu'un d'autre ou que c'est issu d'un animal ou je ne sais quoi, je ne peux pas. C'est bizarre, hein, mais c'est parce que c'est une sorte de propriété de quelqu'un. Vous voyez, on ne peut pas extraire un corps étranger et se le mettre dans soi. C'est faisable par la science, mais moralement, ça interroge. Et aujourd'hui, après, c'est pareil, on est questionné sur où est la limite quand on met une puce dans le cerveau. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que l'homme se transformera peut-être en machine uniquement à être supercalculateur? Où on le verra, il sera là en fait comme inerte, alimenté comme dans Matrix par des intraveineuses de produits qui servent juste à le conserver en vie, et peut-être un exosquelette qui l'anime, vous voyez, pour qu'il garde une certaine condition. Je sais pas, il se met à courir, mais en fait c'est pas lui qui court, vous voyez, c'est un exosquelette qui l'anime. Et tout le reste, lui, il est dépossédé de lui-même. Il ne vit plus, quoi. Il est seulement devenu un supercalculateur. C'est possible. C'est une spéculation. Donc là, après, on a interrogé sur pas mal de choses. Ce que je vous propose, on a 1h30. Je ne vais pas faire trop long non plus. On va certainement se retrouver dans l'après-midi. Donc là, c'est la première émission. Il y aura une deuxième émission pour finir ce livre. Et après, dans les jours qui suivent, les semaines qui arrivent, eh bien, vous aurez un détail sur la façon dont on arrive à la marchandisation du corps. Tout ce qui est PMA, tout ce qui est du coup la barrière morale qui est franchie et compagnie. J'espère avoir été quand même assez explicite aujourd'hui, audible, à la fois par mes développements analyses et par la lecture. C'est toujours cool de pouvoir vous partager ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Au passage, j'ai une petite technique pour faire imprimer certains livres en PDF à moindre coût. Et je l'ai utilisé, mais je me suis fait avoir. En fait, il ne fallait pas que je publie, il fallait que je laisse en brouillon et que je me le fasse envoyer. Donc j'ai publié, ils m'ont fait sauter un compte KDP. J'en ai recréé un autre, et là, normalement, je vais avoir un livre sur la position de la France, des États-Unis, et il y a un autre pays, je ne sais plus c'est lequel, de la Russie, il me semble, sur l'eugénisme. Un livre de 1917 ou 1920, quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai fait imprimer. Il n'était pas disponible à l'achat. Un livre également, donc l'Antichrist islamique, ça, c'est déjà lu un peu. Je me le fais imprimer. Je me suis mis également deux, trois autres livres là que je regarde. Parce que de tête, je ne me rappelle plus. Ah oui, celui-ci, c'est La face cachée de l'histoire moderne. Et il y en a un également, c'est l'évolution juridique, tout ce qui est question de morale et compagnie. Et voilà, c'est déjà pas mal au niveau des livres que je vais recevoir, en plus déjà de l'immense bibliothèque. Hein, là, vous en avez une partie là, une partie encore en bas, une partie avec moi. De l'autre côté, pareil. Et puis également, dans ma famille, j'ai toute une bibliothèque. Parce qu'en fait, là, j'ai pas assez de place pour la mettre ici. Sinon, ça rétrécirait mon petit T1 bis. Mais dès que j'ai un nouveau logement, normalement, ça devrait arriver prochainement, je l'espère en tout cas, vous aurez un autre décor derrière, vous aurez ma vraie bibliothèque et tout ce qui ira avec. Vous le verrez, ça sera un très très beau rendu. Ça fait en fait des années que j'ai ça, mais pour l'instant, je ne peux pas l'installer. Donc, dès que j'ai un nouveau logement, vous verrez, ça va envoyer, ça va être magnifique. Et derrière, vous aurez donc toute la collection que je possède. Et si jamais vous repérez un livre qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai quelques roulements de temps en temps, parce que j'ai un peu plus de 300 ouvrages, donc vous vous doutez bien, tout ne sera pas visible au premier coup d'œil.
Merci pour votre écoute. La vérité, notre avenir, les valeurs sont ancrées. Elles ne bougent pas, vous voyez, on reste sur une belle morale, sur une évolution. Je traite un sujet, et voilà qu'un autre le recoupe, et voilà que les deux se retrouvent synthétisés encore dans un énième document ou une ultime émission, si je puis dire. Je pense que ça vous fait plaisir. Vous gagnez en compétences. Je suis quand même assez synthétique dans mes propos. J'ai gagné avec le temps, et merci à Modé et d'autres qui m'avaient fait ce reproche. J'essaie vraiment de gagner en efficacité sur ça. Et je vous dis, par la chrétienté, que la victoire est assurée. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen.